Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Je prends un café, j'espère que vous faites pareil à la maison. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, c'est ma troisième vidéo et la deuxième de la série des géotraitements. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux derniers géotraitements qui nous restent à voir, soit l'union de couches et l'intersecte de couches. Je vais également profiter de cette vidéo pour faire un retour rapide sur les zones tampons, également sur la combinaison de couches. Donc, on commence ça tout de suite en regardant un peu le résultat des ondes tampons qu'on a fait lors de la dernière vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vous avais montré un peu les différentes manières de faire des ondes tampons. Donc, après la vidéo, j'ai complété le travail. Donc, j'en ai fait trois. Donc, si on les regarde une par une, donc j'ai d'abord les ondes tampons qui étaient sur les ruisseaux. Donc, si vous vous souvenez bien, on avait fait des ondes tampons, mais cette fois uniquement sur les ruisseaux qui étaient permanents. Donc, les ruisseaux qui étaient intermittents, on n'avait pas besoin de créer des ondes tampons. Donc, tout ce qu'il fallait faire, c'est venir sélectionner nos ruisseaux permanents et ensuite procéder à la création de nos ondes tampons. Par la suite, j'ai fait la même chose, mais cette fois-là avec les lacs. Donc, au niveau des lacs et des rivières, si je vais me rapprocher un peu d'un lac, on va aller voir ici. Donc, on se souvient qu'il y avait différentes options. Si je les revois rapidement avec vous, donc quand on est dans la zone tampon et que je viens mettre une zone tampon, par exemple, sur mes lacs, donc mes eaux, donc je suis en type polygone. N'oubliez pas qu'il faut venir ici choisir le type de côté. On a full et outside only. Donc, la différence, c'est que si vous maintenez l'option full, vous allez avoir tout l'intérieur du lac qui va être en zone tampon. Tandis que si vous choisissez l'option outside only, ça va être vraiment les 20 mètres au pourtour du lac qui vont être sélectionnés. Puis, en foresterie, c'est principalement de cette manière qu'on doit travailler. Puis finalement, j'ai créé la zone tampon qui traite des nids humides. Donc, c'est important de venir protéger ces zones fragiles. Donc, j'ai généré le même type de zone tampon que dans mes lacs, c'est-à-dire 20 mètres outside only, donc à l'extérieur de la limite de nos dénids humides pour en faire la protection. Maintenant, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous montrer les résultats. Au lieu de regarder les données spatiales, donc à l'écran ici, on va aller voir ce qui se cache dans les tables d'attributs. Donc, on va aller ouvrir la table d'attributs de nos zones tampons des lacs. Tout de suite, on remarque que la table d'attributs est constituée de la même manière que nos fichiers qui correspondaient à nos lacs, nos peuplements non productifs ou encore nos ruisseaux. Donc, c'est les mêmes champs qu'on va retrouver à un détail près. Si on va plus loin dans la table, lorsqu'il est venu générer ces zones tampons, il nous a créé un champ qui est particulièrement important de voir, c'est-à-dire le buffer distance. Donc, quand on a fait l'option de créer nos zones tampons, il fallait lui indiquer quelle est la distance qu'on souhaite obtenir en termes de zone tampon. Dans notre cas, on avait demandé 20 mètres. Donc, pour chacune des zones tampons qu'il a générées, il est venu nous mettre un champ dans lequel on est venu indiquer buffer distance de 20 mètres. Donc, c'est vraiment important de le voir parce que c'est ce champ-là, tout à l'heure, qui va nous permettre d'aller sélectionner nos zones tampons à travers tout le reste des peuplements. Donc, une fois qu'on a généré les trois zones tampons indépendamment, soit les zones tampons des dénudés humides, les zones tampons des lacs et les zones tampons des ruisseaux permanents, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les combiner pour avoir seulement une couche de zone tampon. Donc, en même temps, ça nous permet de revenir sur le géotraitement qui était la combinaison de couches. Donc, on choisit combinaison, très simple. On fait simplement draguer nos trois zones tampons, donc des humides, les ruisseaux et nos lacs. Comme à l'habitude, c'est essentiel d'aller l'enregistrer au bon endroit. Dans ce cas-là, je dois être absolument dans ma géodatabase du lac Jacques-Cartier, puisque je travaille au niveau du secteur du lac Jacques-Cartier. Je vais mettre cette donnée, cette fois-là, dans données temporaires. Vous allez comprendre plus tard que c'est une donnée que je ne réutiliserai pas. Donc, je vais simplement la mettre dans mon jeu de classe d'entité données temporaires. Je vais lui donner un nom qui va s'appeler, laissez-moi regarder ici, combiné des zones tampons, donc ZT.
puis JC pour le secteur du lac Jacques-Cartier. Donc, j'enregistre ça et je dis OK. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir fusionner, il va venir les combiner pour obtenir une seule couche de zone tampon. Donc, il est toujours en train là, de le générer. Vous voyez, cette couche-là est apparue ici. Donc, on va simplement enlever nos zones tampons individuelles. Je vais venir ajouter cette nouvelle classe d'entité dans le secteur Jacques-Cartier. C'est une couleur apparente. Et vous voyez, lorsqu'on affiche cette classe d'entité-là, si on se rapproche, automatiquement, il est venu combiner l'ensemble des zones tampons, que ce soit un ruisseau, une rivière, un lac ou un dune humide. On le retrouve à l'intérieur d'une seule et même couche. Donc, voilà pour le retour sur la combinaison de couches. Voilà maintenant dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui en fait vous montrer les deux derniers géotraitements, soit l'union et l'intersection. On commence par l'union en fait, puis je vais essayer par la suite de vous montrer avec des exemples c'est quoi la différence entre une union et une intersect parce qu'on peut facilement les mélanger. Donc si on regarde ce qu'on a présentement, vous voyez j'ai mes peuplements qui sont productifs, donc tout ce qui est en vert sur la carte représente les peuplements productifs. Et tout ce qui est en rouge correspond en fait à nos zones tampons. Donc, ce que je veux faire, c'est venir unifier mes zones tampons avec ma couche des peuplements productifs dans laquelle je vais avoir toute l'information des volumes parce qu'on se souvient qu'on avait fait une jointure de table qui maintenant nous permet d'avoir l'ensemble des volumes. Donc, ce que je cherche à faire, c'est dans une seule couche, avoir l'information qui va réunir et les peuplements productifs que ce soit dans une zone tampon ou non, et dans laquelle je vais avoir toute l'information avec les volumes. Donc, l'union est l'outil parfait pour ça. Mais avant d'aller le faire, je vais vous montrer dans les notes de cours. Donc, dans les notes de cours, ce que vous voyez ici, c'est qu'on part, par exemple, d'une couche de peuplement qui est là avec sa table. Donc, l'union, ce que ça fait, ça va nous permettre d'aller unir deux couches différentes mais tout en maintenant l'ensemble de l'information. Donc ici, j'ai exemple les bandes riveraines qui a sa table indépendante. Lorsque je fais l'union de ces deux couches-là, je me ramasse avec une multitude d'enregistrements. Donc on va venir découper chacun des peuplements en fonction s'ils sont juxtaposés ou non. Et je vais garder autant l'information qui était présente dans la table des peuplements et l'information qui est présente dans la table des bandes riveraines. Ce qui fait que j'ai une combinaison de deux couches avec l'ensemble de l'information. Donc, c'est exactement ce que l'union nous permet de faire. Donc, pour faire une union, c'est très simple. Donc, on va dans Géotraitement, là où on retrouve l'ensemble de nos outils principaux là, au niveau des géotraitements. Clique là-dessus. Ensuite, à date, on a vu zone tampon, on a vu le découpage, on a vu la fusion, on a vu la combinaison. Donc, il nous reste l'intersection ou l'intersecté. Et bizarrement, l'union, on va le retrouver, mais sous le nom agrégé. Donc, si on clique sur agrégé, vous allez voir là, ici, dans la description, dans l'aide, on dit ça calcule une union géométrique. Donc, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Donc, on a deux couches. La couche des peuplements, par exemple, sur laquelle on va venir juxtaposer ou unir nos zones tampons pour nous donner un résultat où on maintient l'ensemble de l'information, mais qui va être divisé en maintenant l'ensemble des deux tables. Donc, pour le faire, c'est bien simple. On vient glisser les deux couches qui nous intéressent. Dans notre cas, on va avoir besoin de nos peuplements productifs avec volume du lac Jean-Cartier. On glisse cela. Puis ensuite, on a besoin de venir combiner l'ensemble de nos zones tampons qu'on était venu combiner tout à l'heure, donc qui s'appelle combiner ZT Jacques-Cartier. Comme à l'habitude, on veut venir l'enregistrer au bon endroit. Cette fois-là, on est toujours dans la géodatabase du lac Jacques-Cartier. Et puisque ce n'est pas une donnée qui est finale, on va venir l'enregistrer dans nos données temporaires. Donc ici, je vais lui donner le bon nom. Donc ici, pour ça, on va l'appeler union ZT prod, donc qui veut dire l'union des zones tampons et des peuplements productifs. Donc on enregistre ça. On touche à rien d'autre, donc attribut de jointure, on veut que l'ensemble des attributs des deux tables restent là, donc on va lancer l'opération. Ça va prendre un certain temps. Il va calculer beaucoup d'éléments pour venir unir ces deux couches-là ensemble. Donc aussitôt que c'est terminé, je vous reviens.
Donc, l'opération est maintenant terminée. Voici le résultat que ça donne en termes de données spatiales. Maintenant, on va aller voir le résultat, mais dans la table d'attributs. Donc, on voit ici union des ondes tampons et des productifs. Donc, c'est exactement ce qu'on a demandé de faire. On ouvre la table. Ce que l'action d'unir les deux couches a fait, c'est qu'on est venu superposer l'ensemble des peuplements productifs avec l'ensemble des zones tampons, puis a généré des nouveaux enregistrements, donc des nouveaux peuplements, si on veut, en fonction de la juxtaposition de ces deux entités-là. Puis, on a maintenu l'ensemble de l'information au niveau des peuplements productifs. Donc, les premiers champs correspondent vraiment aux peuplements qui étaient productifs. Puis, lorsqu'on va plus loin, vous voyez ici, on a maintenu les volumes. Puis, quand on va plus loin, on se ramasse dans la table qui correspond aux zones tampons. Puis, vous vous souvenez tantôt, je vous parlais qu'il y avait un champ qui est extrêmement important de connaître lorsqu'on travaille avec des zones tampons, c'était les buffers distance, que je vais essayer de trouver à l'instant. Voilà. Donc, buffer distance, vous voyez, on est venu pour chacun des polygones, on est venu y attribuer si on avait un buffer distance, donc une zone tampon de 0 mètre. Donc, lorsqu'on a un buffer distance de 0, ça correspond à des peuplements qui sont à l'extérieur de nos zones tampons. Si on a des zones tampons de 20 mètres, ça va correspondre aux zones tampons qui sont à l'intérieur, en fait, de nos zones tampons. Donc, voilà pour ça. J'espère que les explications pour l'union étaient claires, mais pour mieux comprendre encore, je pense qu'on va aller faire un essai, mais cette fois-là avec l'intersection de couches. Je pense que c'est vraiment important de bien saisir les différences entre ces deux géotraitements-là. Je pense que ça va vous aider à mieux comprendre un peu l'utilité des deux. Pour faire un intersect ou une intersection, c'est très simple, c'est la même chose. Donc, on va dans géotraitement, on va aller dans intersecter. On ramène nos entités qui nous intéressent. Donc, cette fois-là, on veut voir l'intersection entre la couche des peuplements productifs, donc prod, vol, Jacques Cartier, et l'intersection avec nos zones tampons de notre territoire, qui était la combinaison de nos trois zones tampons. Comme à l'habitude, on va le mettre au bon endroit, donc dans le bon jeu de classe d'entité. Et maintenant, on va l'appeler intersect ZT prod. Voilà, pour ça. Ensuite, donc j'enregistre le tout. Je garde l'ensemble des attributs. J'accepte. Donc, il va aller générer son intersect. Donc, avant de regarder le résultat comme tel dans ArcMap, j'aimerais vous amener dans nos notes de cours. Donc, pour bien comprendre à quoi sert une intersection. En fait, l'intersect, ce qu'on dit, c'est que ça permet de réunir deux couches géographiquement contiguës dans une seule couche, mais la différence avec l'union, c'est qu'on en a deux couches ici, donc la couche des peuplements. On en a une même couche ici de bande riveraine avec leurs deux tables d'attributs. Le résultat, c'est qu'il va venir les superposer ensemble, mais il va seulement garder les zones sur lesquelles il y avait une intersection. Donc, l'endroit où les deux étaient juxtaposés, il va garder l'information, le reste, il va les éliminer. Donc, si on regarde dans ce cas-là, au lieu d'avoir tout à l'heure dans l'union 1, 2, 3, 4, 5 enregistrements, au final, il y en a juste une, puisqu'il y avait seulement une zone où il y avait une superposition d'éléments. Donc, ça, c'est la principale différence avec l'union. Puis, l'autre ressemblance, ou ce qui est similaire, c'est qu'il va garder l'information qui était contenue dans les deux tables. Donc, si vous regardez ici, on a les champs qui étaient présents dans la table des peuplements, ceux-là qui sont ici, mais on a également les trois champs qui correspondaient aux champs présents dans la table des zones tampons. Donc, ça, c'est ce qui était identique. Donc, la différence, c'est qu'une union garde l'ensemble de l'information du territoire et il va venir subdiviser tout ça en fonction de s'il y a une superposition ou non. Et l'intersect, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il superpose, mais il va seulement garder les zones qui étaient superposées. Il va éliminer le reste de l'information. Donc, lorsqu'on regarde maintenant qu'est-ce qu'il y en a au niveau de ArcMap, ici, si j'enlève au niveau de nos peuplements productifs, vous allez voir que ce qu'il y a gardé au niveau des intersects, donc on va le mettre en rouge, ça va vous permettre de mieux le voir. Ce qu'il y a gardé, c'est uniquement les zones où il y avait une superposition entre les peuplements productifs et
les zones tampons. Donc, tout ce qui est le reste du territoire, donc le reste des peuplements productifs à l'extérieur des zones tampons, il a tout simplement éliminé l'information. Donc, dans notre cas, dans le cas du projet de planification forestière, ce n'est pas ce qu'on souhaite parce qu'on veut avoir une couche qui va contenir l'ensemble de l'information dans les zones tampons et l'ensemble de l'information qui est à l'extérieur des zones tampons pour avoir une seule information qui est globale. Donc, dans notre cas, pour le cadre d'un projet de planification forestière, passer par l'union est une étape qui est essentielle et qui est beaucoup plus efficace pour nous. Donc, on repart ça maintenant avec le résultat tout à l'heure qui était l'union ZT-Prod, dans lequel, vous vous souvenez, on avait notre champ qui était buffer distance qui nous permettait de voir si on avait une buffer distance de 20 mètres ou de 0 mètre. Donc, l'avantage d'avoir utilisé l'union, c'est que dans cette table-là, on va pouvoir aller faire une sélection par attribut au niveau de notre buffer distance. Donc, le buffer distance il est ici. Donc, on peut venir sélectionner notre buffer distance qui est égal à 0. Donc, automatiquement, ce qui est sélectionné présentement correspond à l'ensemble des peuplements qui sont à l'extérieur de nos zones tampons. Donc, il va correspondre grosso modo aux peuplements qui vont être exploitables sans contrainte au niveau des bandes riveraines. Donc, une fois que je les ai sélectionnés, je peux tout simplement aller les exporter, exporter les données pour créer une nouvelle couche qui va correspondre, par exemple, à une couche au niveau des peuplements exploitables. Donc, cette donnée-là, je vais aller la mettre dans mes données projet parce que c'est un résultat qui est officiel, donc ce n'est pas une donnée qui est temporaire. Donc, on va aller l'appeler polyg inter. Oh, je suis minuscule, je vais juste la modifier. Polyg inter. Et si je suis toujours en classe d'entité dans une géodatabase, je dis enregistrer. Et voilà, j'exporte cette donnée-là. Je dis oui, tu peux la ramener. Puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais supprimer la sélection. Donc, j'enlève la sélection. Je retourne dans ma table. Je vais faire une autre sélection par attribut. Mais cette fois-là, je vais venir sélectionner l'ensemble de mes polygones, de mes entités dans lesquelles on a un buffer distance de 20 mètres. Voilà, c'est fait. Donc, si je regarde, grosso modo, visuellement, ça correspond aux bandes riveraines qu'on avait tout à l'heure, mais qui contient l'ensemble d'informations des peuplements forestiers sur lesquels ces bandes riveraines-là ont été créées. Donc, je peux également venir exporter la donnée. Enregistrer toujours dans mes données projet. Cette fois-là, je vais l'appeler lisière boisée. Donc, lisière boisée, toujours en classe d'entité, j'enregistre et j'exporte. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je peux tout simplement venir enlever l'union ZT-Prod. J'en ai plus besoin. Donc, une bonne habitude à prendre, c'est de toujours garder notre table des matières en ordre. Donc, regrouper les éléments qui sont ensemble. Mais aussi, n'hésitez pas à venir supprimer les classes d'entités qui vous sont plus utiles. Donc, union ZT-Prod, c'était une étape temporaire. Donc, c'était une étape qui n'est plus utile. Donc, je l'enlève tout simplement. Même chose ici avec mes combinés de mes zones tampons. Je peux tout simplement les supprimer. Si on regarde qu'est-ce qu'on a maintenant dans nos lisières boisées. Donc, si je viens mettre en rouge mes lisières boisées qui sont ici, vous allez voir que ça correspond aux mêmes lisières boisées qu'on avait tout à l'heure. Mais si on regarde dans la table, puisqu'on a fait une union tout à l'heure entre nos peuplements productifs dans lesquels il y avait les volumes et nos lisières boisées, je vais avoir l'ensemble des volumes marchands dans chacun de ces polygones-là. Donc, vous voyez, pour certaines lisières boisées, lorsqu'on était dans des peuplements productifs, on retrouve des volumes par essence, qui est extrêmement intéressant. Et finalement, on devrait retrouver notre champ qui correspondait à notre buffer distance. Donc, l'ensemble de l'information dans cette table nous dit que c'est une bande riveraine. Bonne nouvelle. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a au niveau de nos polygs inter. Donc, c'est nos polygones forestiers qui vont nous servir à faire notre planification forestière. On va juste lui donner une couleur intéressante pour que ce soit plus beau. Donc, on va l'afficher. Donc, voilà, on a l'ensemble de nos peuplements. Et si on regarde la table,
ce qu'on a, c'est l'ensemble de l'information forestière au niveau de nos peuplements productifs. On va avoir les volumes qui ont suivi pour l'ensemble de nos peuplements. Puis finalement, on peut aller valider, est-ce que nos buffers distance sont de 0? Donc, est-ce que j'ai le droit de venir intervenir forestièrement dans ces secteurs-là, dans ces polygones-là? Eh bien oui, puisque ça ne correspond pas à une zone tampon, donc une zone de protection pour nos cours d'eau et nos milieux fragiles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura permis de bien comprendre comment effectuer une union, comment effectuer une intersect, mais surtout de comprendre la différence entre l'union et l'intersect. Ces deux géotraitements qui se ressemblent, mais qui donnent un résultat complètement différent. Un et l'autre peut être utile, mais je vous dirais que l'union nous permet de partir avec une donnée plus globale, plus complète, dans laquelle on peut venir ensuite faire des sélections par attribut puis exporter cette donnée-là pour nous donner entre autres des peuplements exploitables et des peuplements à conserver. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde. Je vous souhaite également de bien réussir tous vos examens cette semaine. Je pense que vous en avez plusieurs. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, comme à l'habitude, n'hésitez pas à m'écrire. Il me fera plaisir de vous répondre. Fait que lâchez pas la gang. Au revoir. Ciao.